Ma femme m'a dit de prendre du recul et de lui laisser l'espace dont elle avait besoin, promettant qu'elle me contacterait selon ses propres conditions. Alors je me suis totalement retiré de son radar. 7 semaines plus tard, elle a débarqué à mon bureau, tremblante, me demandant pourquoi elle venait de recevoir des papiers de divorce. Salut Reddit. Ma femme m'a agressé verbalement en disant qu'elle avait besoin d'espace et en m'ordonnant de ne pas la contacter. J'ai donc fait exactement ce qu'elle demandait et je lui ai donné un espace permanent. Elle ne l'a pas bien pris. Prenez du popcorn et profitez de ce désastre. Je m'appelle Andrew, 33 ans, homme. Abby et moi étions ensemble depuis 5 ans, mariés depuis 3. Les 2 premières années étaient bonnes, vraiment bonnes même. On riait, on voyageait, on construisait quelque chose qui semblait solide. Puis, quelque part autour de la 3e année, les choses ont commencé à changer. Je ne pourrais pas dire exactement quand, mais au moment où je m'en suis rendu compte, la femme que j'avais épousée était devenue quelqu'un que je reconnaissais à peine. Elle était différente depuis des mois, plus froide, plus critique. Tout ce que je faisais semblait faux. Le dîner trop tôt. Le dîner trop tard. Pourquoi je ne lui avais pas répondu dans les 30 secondes? Pourquoi je lui envoyais autant de messages? Les règles changeaient chaque jour et j'étais toujours hors jeu. Les petites choses ont commencé à s'accumuler. Elle soupirait chaque fois que j'entrais dans une pièce, levait les yeux au ciel à mes blagues, faisait des remarques piquantes sur mes vêtements, mes loisirs, la façon dont je chargeais le lave-vaisselle. Rien d'assez grave, pris séparément, pour déclencher une dispute, mais sur la durée, ça m'a usé. Sa meilleure amie, Monica, venait aussi beaucoup plus souvent ces derniers temps, 3 ou 4 fois par semaine. Elle disparaissait dans notre chambre pour parler à voix basse et, chaque fois que je passais devant, la conversation s'arrêtait net. Monica me lançait ce regard. Elle ne m'a jamais aimé dès le premier jour, et le sentiment était réciproque. Monica faisait partie de ces personnes qui se nourrissent du drame des autres, toujours à se plaindre de son ex, toujours à dire que les femmes devaient s'affirmer. Elle était amère et voulait que tout le monde le soit aussi. Je l'avais déjà vu saboter au moins 2 autres mariages simplement en chuchotant à l'oreille de l'épouse. J'aurais dû reconnaître le schéma quand elle a commencé à s'en prendre au mien, mais je n'ai pas vu la fin arriver, pas ce mardi soir-là, pas comme ça. La dispute a commencé vers 19h30. J'avais consulté l'application de calendrier d'Abby pour voir si elle avait des projets ce soir-là, parce que je voulais réserver une table chez Marino, ce restaurant du centre-ville dont elle parlait sur Instagram depuis des semaines. Sous-entendu évident, avait-elle écrit sous une photo. Alors j'étais là, essayant de surprendre ma femme avec un dîner sympa dans un restaurant qu'elle m'avait littéralement demandé de lui faire découvrir, quand elle est entrée dans le salon et a vu mon téléphone posé sur la table basse, avec son calendrier ouvert. On aurait dit que j'avais piraté des bases de données gouvernementales. Qu'est-ce que tu fais avec mon calendrier? Sa voix avait cette dureté, celle qui annonçait que les 2 prochaines heures de ma vie allaient être un enfer, peu importe ce que je dirais. J'ai expliqué pour la réservation du dîner. Elle s'en fichait. Elle ne m'a même pas laissé finir ma phrase. Ce qui a suivi, ce sont 20 minutes d'accusation. J'étais contrôlant. Je la surveillais. Je l'étouffais. Je ne lui faisais pas confiance. J'avais besoin de connaître chacun de ses déplacements. Elle avait besoin d'espace. Elle n'arrivait plus à respirer. Monica avait raison à mon sujet. Cette dernière phrase a attiré mon attention. Monica avait raison sur quoi exactement? Abby n'a pas voulu préciser, se contentant de répéter qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait besoin d'un vrai espace, qu'elle allait rester chez Monica pendant un moment. Elle l'a dit comme si elle me rendait service. C'est là que j'ai remarqué le sac pour la nuit près de la porte, déjà préparé, la sacoche d'ordinateur à côté, les clés de voiture dans sa main, le chargeur de téléphone soigneusement enroulé par-dessus. Elle avait tout planifié. L'histoire du calendrier n'était qu'un prétexte qu'elle attendait. Elle avait probablement répété toute la scène avec Monica à l'avance. Ne m'appelle pas. Ne m'écris pas. Ne fais rien. Elle le disait comme si elle lisait un texte, comme si elle l'avait appris par cœur, ce qui était sûrement le cas. Je te contacterai quand je serai prête, selon mes conditions. La porte s'est refermée à 19h50. Je suis resté là un instant, fixant l'endroit où elle se tenait, m'attendant presque à ce qu'elle revienne en disant qu'elle avait exagéré, qu'on pouvait en parler calmement comme des adultes. Elle ne l'a pas fait. L'appartement a immédiatement semblé différent, pas vraiment plus vide, juste plus silencieux, d'une manière qui m'a fait réaliser à quel point tout était bruyant avant, combien d'énergie je dépensais à gérer ses humeurs, à essayer de ne pas la déclencher, à réfléchir à chaque mot avant de parler. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là et je me suis réveillé à 3 heures du matin, attrapant mon téléphone par réflexe. Rien de sa part. J'ai passé l'heure suivante à repasser la dispute dans ma tête, à essayer de comprendre ce qui l'avait déclenché. Puis j'ai réalisé quelque chose. Je n'essayais pas de comprendre ce que j'avais fait de mal.
J'essayais de comprendre pourquoi j'avais supporté ce cirque aussi longtemps. Mercredi matin, j'ai fonctionné en pilote automatique. Arrivé au travail sans vraiment y penser. Je suis ingénieur réseau senior dans un centre de données du quartier des entrepôts. Bon salaire, travail ennuyeux, le genre de poste où l'on peut disparaître dans des salles de serveurs pendant des heures sans que personne ne vous dérange. Vers l'heure du déjeuner, j'ai envoyé un seul message à Abby, juste pour prendre des nouvelles, m'assurer qu'elle allait bien et lui demander si on pouvait parler. Sa réponse est arrivée 2 heures plus tard. Je t'ai dit de ne pas me contacter. Je le pensais. Laisse-moi tranquille. J'ai répondu quelque chose de neutre, en disant que je comprenais. 5 minutes plus tard, un autre message est arrivé. Tu n'écoutes jamais. C'est exactement ça, le problème. Arrête. Elle m'avait dit de ne pas la contacter. Je l'avais fait une seule fois parce que je m'inquiétais pour ma femme, et maintenant elle utilisait ce message unique comme preuve que je n'écoutais jamais. Très bien. Il y a ce moment précis où tu arrêtes de chercher ce que tu as fait de mal et où tu réalises que peut-être, tu n'as rien fait de mal du tout. Peut-être que le problème n'a jamais été toi. Peut-être que tu as passé des années à t'excuser pour des choses qui ne méritaient aucune excuse. Ce déclic s'est produit là, dans la salle des serveurs, à fixer mon téléphone pendant que le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement étouffait tout le reste. Elle voulait que je prenne mes distances. J'allais prendre tellement de distance qu'il lui faudrait un télescope pour me retrouver. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert les réglages de mon téléphone. L'appartement était silencieux. Pas de télévision en fond sonore, puisqu'Abby n'était pas là pour se plaindre de ce que je voulais regarder. Juste le silence et le bruit lointain de la circulation. Un par un, j'ai fait des changements. Notification de son numéro, complètement désactivé. Les messages arriveraient toujours, mais sans aucun son. Partage de localisation. Nous avions Find My Friends activé depuis 2 ans. Elle l'avait exigé au début de notre mariage en disant que ça la rassurait. Amusant de constater qu'elle pouvait suivre chacun de mes déplacements sans problème, mais que moi, consulter un calendrier pour organiser un dîner faisait de moi quelqu'un de contrôlant. Je l'ai désactivé entièrement. Elle ne pouvait plus me suivre. Liste des favoris. Son nom était tout en haut depuis le début de notre relation. Supprimé. Contact d'urgence. Épouse, Abby, était en première position. J'ai remplacé par mon pote Kai. On se connaissait depuis la fac. Électricien à son compte, divorcé 2 fois, sans aucun filtre dans ses opinions. Instagram. Je me suis désabonné, j'ai empêché ses publications d'apparaître dans mon fil. Accusé de lecture. Désactivé spécifiquement pour son numéro. Elle ne saurait plus quand j'avais vu ses messages. Quand j'ai terminé, j'ai posé le téléphone et j'ai expiré profondément, comme si je retenais mon souffle depuis des années. Jeudi matin, je me suis préparé un vrai petit déjeuner. Abby avait toujours quelque chose à dire sur ce que je mangeais. Trop de cholestérol. Trop lourd le matin. Pourquoi tu ne manges pas simplement un yaourt comme une personne normale? J'ai tout mangé et je me suis senti très bien. Au travail, j'ai croisé Kai dans le parking. Il travaillait dans l'immeuble d'à côté, en train de tirer des câbles pour de nouveaux bureaux. Il a vu mon visage et a immédiatement compris que quelque chose avait changé. Mec, on dirait que quelqu'un t'a retiré un poids des épaules, a-t-il dit. Je lui ai dit qu'Abby était partie et je lui ai donné la version courte. Il a hoché la tête. Donc, si je comprends bien, la femme qui te faisait rater mon anniversaire 3 années de suite parce qu'elle avait mal à la tête s'est enfin auto-éjectée? On peut dire ça comme ça. Je vais le dire autrement. Dieu merci. Il m'a tapé sur l'épaule. La première tournée d'aile de poulet est pour moi ce week-end. On fête ça. Kai n'avait jamais aimé Abby. Il ne l'avait jamais dit ouvertement pendant que nous étions mariés, mais je le voyais à la façon dont il devenait silencieux quand elle était là, à la manière dont il trouvait toujours une excuse pour partir plus tôt dès qu'elle arrivait. L'homme n'était pas subtil. C'était aussi la personne la plus drôle que je connaisse, dans ce style totalement inapproprié qui rend les services des ressources humaines nerveux. 2 divorces à son actif, sa propre entreprise d'électricité, et pourtant l'homme le plus heureux de n'importe quelle pièce. Sa philosophie était simple. La vie est trop courte pour la passer avec des gens qui te rendent malheureux. Je commençais à comprendre ce qu'il voulait dire. Vendredi soir, mon téléphone a vibré. Message d'un autre vieil ami, Warren. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis presque 2 ans. On jouait au basket ensemble au centre de loisirs tous les dimanches avant que je me marie. J'ai entendu dire que pourrait être célibataire de nouveau. Match improvisé demain, 10h du matin. Tu viens ou pas, mais tu rates quelque chose. J'ai commencé à taper ma réponse habituelle, impossible, désolé. Puis je me suis arrêté. Pourquoi impossible, au juste?
J'ai effacé ma réponse et j'en ai écrit une nouvelle. Je serai là. Sa réponse est arrivée immédiatement. Pas possible. Je fais une capture d'écran pour preuve. Warren était l'exact opposé de Kay sur presque tous les plans. Calme, réfléchi, il travaillait comme assistant juridique dans un cabinet de droit de la famille du centre-ville. Le genre de type qui avait toujours une longueur d'avance parce qu'il connaissait des gens qui connaissaient des gens. Il s'est avéré que Kay lui avait parlé de ma situation plus tôt dans la semaine. Il m'avait vu disparaître lentement au fil des 3 dernières années sans jamais rien dire directement. Samedi matin, je me suis présenté au centre de loisirs. Warren était déjà là avec 4 autres gars. Quand il m'a vu entrer, son visage s'est fendu d'un immense sourire. Regardez qui s'est enfin montré. Il m'a attrapé dans une étreinte d'ours. 2 ans, mec. 2 ans. Tu nous as fantomés. Je suis resté vague. J'ai dit que la vie c'était compliqué. On a joué pendant 2 heures. J'étais rouillé, mais la mémoire musculaire est revenue vite. La brûlure familière dans les jambes, le bruit satisfaisant d'un tir qui traverse le filet, les provocations, les rires, cette façon d'oublier tout le reste quand on est en pleine compétition. J'ai raté pas mal de tirs qui auraient été faciles 3 ans plus tôt, mais personne n'en avait rien à faire. Après, quelqu'un a proposé d'aller manger. J'ai dit oui sans réfléchir. On s'est retrouvés dans un burger près de la plage. Siga tassé dans une banquette, à dire n'importe quoi et à manger comme si on avait encore 20 ans. Warren m'a demandé ce qui s'était vraiment passé, pourquoi j'avais disparu. Je lui ai dit la vérité. Je me suis marié. Ma femme n'aimait pas mes amis, alors j'ai cessé de voir mes amis. La table est devenue silencieuse une seconde. Puis Kay, qui nous a rejoints après avoir terminé un chantier, a dit tout haut ce que tout le monde pensait. Frère, ça ce n'est pas une femme. C'est un gardien de prison. On a tous éclaté de rire. Warren a levé son verre à la reconquête de ta vie. À un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Abby pendant 3 heures d'affilée. Je n'avais pas regardé mon téléphone. Je ne m'étais pas demandé ce qu'elle faisait. J'étais juste là, présent, en train de profiter du moment pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Dimanche soir, je me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes et un stylo. Il était temps de mettre de l'ordre. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir notre compte bancaire commun sur mon ordinateur. On avait environ 22 000 $ dessus. Notre compte épargne avait encore 18 000. Mon compte courant personnel, celui sur lequel mon salaire était versé avant que je transfère de l'argent sur le compte commun, avait environ 6 000. Je n'y ai touché à rien. Je n'étais pas stupide. Déplacer de l'argent avant de parler à un avocat aurait donné une mauvaise image, mais j'ai tout documenté. Capture d'écran après capture d'écran, historique des transactions, solde, date, montant. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur intitulé dossier et j'ai commencé à le remplir. Ensuite, j'ai fait le tour de l'appartement. Nous avions acheté la plupart des meubles ensemble, mais certaines choses étaient clairement à moi. La montre de mon grand-père, mon matériel photo, le ballon de basket dédicacé du championnat de 98 que mon père m'avait offert avant de décéder, du matériel de pêche. J'ai tout photographié, dressé. Une liste, noter ce qui m'appartenait avant le mariage, ce que nous avions acheté ensemble, ce qui était à elle, les numéros de série quand c'était applicable, les dates d'achat, tout, comme si je me préparais à un audit. Lundi matin, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce. Un type nommé Reginald. Kay avait fait appel à lui pour ses 2 divorces et disait qu'il valait chaque centime. Direct, efficace, sans perdre de temps avec les sentiments. Il faisait simplement le travail. J'ai obtenu un rendez-vous pour jeudi. Au travail, tout semblait plus facile. Je n'étais pas distrait. Juste concentré sur ce que j'avais à faire. Mardi, j'ai commencé à séparer nos vies numériques. J'ai changé tous les mots de passe, absolument tous, pour chaque service d'abonnement que nous partagions. Je les ai remplacés par de nouveaux mots de passe qu'elle ne pourrait pas deviner. J'ai redirigé mon courrier important vers une boîte postale que j'ai ouverte près du travail. Je ne voulais pas que des papiers de divorce ou des courriers juridiques arrivent à l'appartement où Abby pourrait les intercepter si elle revenait chercher ses affaires, ou pire, Monica. Elle avait toujours ce double de clés. La clé qu'Abby lui avait donnée. Je n'aurais pas été surpris que l'une ou l'autre passe jeter un œil et fouiller. Mercredi soir, Kay est venu m'aider à faire l'inventaire de l'appartement. Il a parcouru chaque pièce avec un clipboard pendant que je prenais des photos et des vidéos. Ce canapé, a-t-il dit en lui donnant un coup de pied, c'est celui où elle t'a obligé à regarder les 7 saisons de cette émission de pâtisserie atroce. C'est un canapé confortable. Non, c'est un canapé maudit. Tu devrais le brûler. Faire une sorte de rituel. Peut-être appeler un prêtre. Il n'avait pas entièrement tort, mais le canapé restait.
C'est moi qui l'avais payé. Nous avons tout documenté, chaque meuble, chaque appareil électroménager, chaque objet de décoration qu'elle avait insisté pour acheter avant de ne plus jamais y prêter attention. À la fin, l'appartement ressemblait à une enquête d'assurance. Kai a ouvert une canette de soda et a regardé autour de lui. Tu sais ce qui est bizarre? Cet endroit paraît déjà différent. Moins comme un musée où tu n'as pas le droit de toucher à quoi que ce soit. Il avait raison. Jeudi matin, j'ai rencontré Reginald. L'homme était exactement comme Kai l'avait décrit, la cinquantaine bien entamée, les tempes grisonnantes. Je lui ai exposé la situation. Ma femme est partie il y a 10 jours. Elle m'a dit de ne pas la contacter. Je n'ai plus eu de nouvelles, à part par l'intermédiaire de ses amis qui tentaient de me culpabiliser. Sa meilleure amie lui remplissait la tête de poison depuis des mois. Je voulais connaître mes options. Il a écouté sans m'interrompre, a pris des notes, posé des questions, durée du mariage, biens communs, enfants éventuels, logement en propriété ou en location. Il a demandé à voir les actifs. Je lui ai montré ma documentation, les captures d'écran, les photos, les listes d'inventaire. Il avait l'air sincèrement impressionné. C'est très complet, a-t-il dit. La plupart des gens arrivent ici avec uniquement des blessures émotionnelles et des souvenirs flous de ce qu'ils possèdent. Vous pourriez donner des cours là-dessus. Je lui ai répondu que j'aimais être préparé. Nous avons parlé du calendrier. Je pouvais déposer la demande immédiatement, mais il m'a conseillé d'attendre encore une semaine ou deux. La laisser s'installer confortablement dans sa petite bulle de séparation. La laisser croire que je restais à la maison à me morfondre, attendant son appel. Puis la faire signifier et regarder tout s'écrouler. Je suis sorti de son cabinet avec une convention d'honoraires signée, un rendez-vous de suivi fixé et un plan clair. 1500 $ d'avance, le reste facturé à l'heure. Chaque centime en valait la peine si cela me permettait de m'en sortir proprement. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au centre de loisirs. Warren y était, en train de faire des exercices avec des enfants de la ligue de jeunes qui l'entraînaient. Il m'a fait signe d'approcher. « Tu as l'air d'un gars qui sait ce qu'il fait », a-t-il dit. J'y arrive. Il m'a lancé le ballon. Quoi qu'il se passe, assure-toi que tout est documenté. Crois-moi. Warren savait exactement comment ces choses-là fonctionnaient de l'intérieur. Il avait probablement vu des centaines de mariages se briser sur son bureau. J'ai tiré. Filet. Le premier panier que je mettais de la semaine. Tu l'as toujours, a dit Warren. Tu ne l'as jamais perdu, tu avais juste oublié où tu l'avais rangé. 3 semaines après le départ d'Abby, ma vie avait complètement changé. L'avocat m'avait conseillé d'attendre avant de déposer la demande, alors j'ai utilisé ce temps pour reconstruire au lieu de ruminer ce que j'avais perdu. J'ai rejoint à nouveau l'équipe de basket de la Ligue amateur. Match tous les mercredis soirs. On était mauvais. On perdait plus qu'on ne gagnait. Mais ça n'avait aucune importance. Les gars faisaient que ça en valait la peine, une bande de trentenaires faisant semblant d'avoir encore 20 ans, se lançant des pics comme si on était payé pour ça, puis se mettant de la glace sur les genoux comme des vieux messieurs. J'ai aussi repris la salle de sport. J'y allais religieusement avant de me marier. Abby n'aimait pas que j'y passe du temps. Elle disait que c'était vain, que j'essayais d'impressionner d'autres femmes, qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'avais besoin d'être ailleurs qu'à la maison avec elle. Il était plus simple d'arrêter que de se battre à chaque fois. Maintenant, j'y retournais 5 jours par semaine, tôt le matin avant le travail. Mon corps a commencé à changer en quelques semaines. J'ai perdu la mollesse autour de la taille. Mes épaules et mes bras se sont à nouveau dessinés. Je dormais comme une pierre chaque nuit, cette bonne fatigue qui vient quand on utilise réellement son corps. J'ai repris la photographie aussi. J'adorais ça autrefois. Un bon appareil prenait la poussière dans le placard depuis 3 ans. Désormais, je photographiais les levers de soleil au bord de l'eau avant le travail, je retouchais des photos le week-end dans des cafés. C'était une petite chose, mais j'avais l'impression de récupérer une part de moi-même. Au travail, mon patron, Nathan, m'a fait venir dans son bureau et m'a dit que mes performances ces dernières semaines avaient été vraiment solides. Productivité en hausse de 20%. Taux d'erreur presque nul. Il me recommandait pour le poste d'architecte réseau senior qui venait de s'ouvrir, avec une augmentation de 40% et un rôle de direction d'équipe. Je l'ai remercié en essayant de ne pas rire de l'ironie. Ma femme s'en va et, soudainement, ma carrière décolle. Pendant ce temps, ses amis ont commencé à appeler. La première a été Monica elle-même. Elle a appelé un mercredi soir pendant que je préparais le dîner. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Je n'ai pas écouté le message, pas besoin. Quoi qu'elle ait voulu dire aurait forcément été un ramassis de reproches enveloppés de culpabilisation. Elle a envoyé un message le lendemain. Abby va très mal. Le minimum que tu puisses faire serait de prendre contact. Tu lui manques.
Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le message en non lu. 2 jours plus tard, un autre message. Tu es puéril. Les adultes communiquent. C'est exactement pour ça qu'elle est partie. Je n'ai toujours pas répondu. Kai m'a demandé si je voulais qu'il réponde à ma place avec quelque chose d'inapproprié. Je lui ai dit de garder ça pour plus tard. Vendredi, la mère d'Abby a appelé. Beth avait toujours été gentille avec moi. Elle nous apportait des plats quand on venait de se marier, envoyait des cartes d'anniversaire avec des billets de $20 à l'intérieur comme si j'avais encore 12 ans. Des trucs de maman à l'ancienne. Elle semblait sincèrement m'apprécier, ce qui m'a fait me sentir un peu mal pour ce qui allait suivre. Chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais Abby est inconsolable. Elle reste chez cette Monica et pleure tous les soirs. Tu ne pourrais pas simplement l'appeler? J'ai gardé une voix calme. J'ai dit à Beth qu'Abby m'avait clairement demandé de ne pas la contacter et que je respectais sa volonté. Long silence. Mais tu pourrais au moins prendre de ses nouvelles une fois. Elle ne le pensait pas vraiment. Elle a été très claire. Je fais simplement ce qu'elle a demandé. Beth n'a pas su quoi répondre. Moi non plus, d'ailleurs. Nous avons raccroché maladroitement. Probablement la dernière vraie conversation que j'aurai jamais avec elle. La semaine suivante, le petit ami de Monica a appelé. Un type de la finance nommé Zach, que j'avais croisé 2 fois à peine lors de soirées. Toujours des montreurs de prix et des discours sur son portefeuille comme si quelqu'un s'en souciait. Il a commencé à me donner des conseils relationnels comme si nous étions de vieux amis. Il a dit que je devais être la personne mature, que les vrais hommes se battent pour leur mariage. Je lui ai demandé depuis combien de temps ils entraînaient Abby à me quitter. Silence total. Je ne sais pas ce que tu... Merci de ton appel, Zach. J'ai raccroché avant qu'il ne termine sa phrase. À la 5e semaine, j'avais cessé de compter les jours. Je vivais simplement. Basket 2 fois par semaine. Salle de sport 5 jours. Soirée poker avec Kai et quelques-uns de ses collègues électriciens un jeudi sur 2. Ils jouaient pour de l'argent réel. J'étais nul au poker. Ça n'avait aucune importance. Les conversations valaient largement les pertes. J'avais aussi fait changer les serrures sur les conseils de Reginald. Il m'a fait passer par le gestionnaire de l'immeuble et Abby a été informée par les avocats qu'elle pouvait organiser un passage encadré quand elle le souhaitait. Cela évite les entrées non autorisées et les confrontations gênantes. Son ancienne clé ne fonctionnait plus. Celle de Monica non plus. Warren me tenait informé des aspects juridiques sans que j'aie besoin de demander. Il avait des contacts partout. Il m'a conseillé de documenter toute tentative de contact de la part du camp d'Abby, heure, date, contenu, cela pourrait être utile si elle essayait de prétendre que je l'avais abandonnée. Les papiers du divorce étaient prêts. Reginald avait tout préparé. Motif, différence irréconciliable. La répartition des biens était simple parce que tout était documenté. Pas d'enfant signifiait aucune complication de garde. Propre et simple. J'ai coordonné le moment avec l'huissier. Abby travaillait dans une agence de relations publiques en centre-ville, horaire régulier de 9h à 17h du lundi au vendredi. La signification chez Monica risquait qu'elle intercepte les documents ou provoque un drame retardant la procédure. L'huissier avait un créneau le jeudi à 14h. C'est donc à ce moment-là que nous avons fixé la signification. Puis j'ai attendu. Jeudi à 14h10, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Monsieur Hartley, voix professionnelle de l'huissier confirmant la livraison. Service effectué. Abby a été signifié sur son lieu de travail à 14h14. Accusé de réception signée. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Mon téléphone a commencé à vibrer à 14h25. Le numéro d'Abby. J'étais en plein milieu d'une migration de serveurs planifiée depuis des semaines. Je ne pouvais pas arrêter ce que je faisais pour prendre des appels personnels. J'ai laissé sonner. Un autre appel à 14h30, puis à 14h40. Les messages ont commencé à arriver aussi, des messages furieux au sujet du divorce, exigeant de savoir pourquoi les serrures de l'appartement avaient été changées. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau. La migration passait en priorité. Au bout d'une heure, la réceptionniste de mon étage a appelé mon poste interne. Il y a une femme ici pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Vous voulez que je la fasse attendre ou que je planifie quelque chose? Je lui ai dit que j'arrivais. Mon immeuble avait ses bureaux en open space avec des cloisons en verre partout. Je pouvais voir Abby debout à l'accueil à une dizaine de mètres. Maquillage coulant, une enveloppe cartonnée serrée à 2 mains. Quelques collègues ont levé les yeux de leurs écrans. Elle m'a vu et s'est approchée rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a brandi l'enveloppe, la voix tendue.
C'est quoi ce bordel? Les papiers du divorce. Je vois bien ce que c'est. Pourquoi? J'ai gardé une voix calme, basse. Tu es parti. Tu m'as dit de ne pas te contacter. Tu es allé vivre chez ton ami. J'en ai conclu que le mariage était terminé. On faisait une pause. J'avais besoin d'espace. Tu avais besoin d'espace. Je t'en ai donné cette semaine. Son visage s'est crispé, cette expression que j'avais appris à reconnaître au fil des années. Tu ne peux pas juste divorcer de moi. On doit en parler. On doit régler ça. Non. Le mot l'a coupé net. Quoi? Non, Abby. Nous n'avons rien à régler. Tu es parti. Tu m'as dit de ne pas te contacter. Tu avais ton ami qui m'appelait chaque semaine pour me dire quel mari horrible j'étais. Tu as fait ton choix. Maintenant je fais le mien. Elle m'a regardé comme si j'avais soudainement une deuxième tête. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment c'était censé se passer? Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas répondre, parce que la réponse était évidente. Elle s'attendait à ce que je lui coure après pour prouver que je tenais à elle, en ignorant ses instructions explicites. Elle s'attendait à ce que je la poursuive. Je ne l'ai pas fait. Je ne signerai pas ça, a-t-elle fini par dire. Tu n'y es pas obligé. Si tu ne réponds pas, la procédure continue sans toi. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as parlé à un avocat. Oui, il y a plusieurs semaines, juste après ton départ. J'ai eu le temps de réfléchir, Abby. Le temps de me souvenir de la vie que j'avais avant toi. Le temps de réaliser combien de moi-même j'ai sacrifié pour te rendre heureuse. Et tu sais quoi? Je veux retrouver ce type-là. J'étais meilleur que ce que je suis devenu en essayant d'être ton mari. La voix de Monica est venue de derrière moi. Je ne l'avais même pas entendue entrer. Tu fais une énorme erreur. Évidemment, Monica était là. Elle avait conduit Abby. Je me suis retourné. Elle se tenait près de l'entrée, les bras croisés, ce mépris familier sur le visage. Et voilà l'acolyte. Je me suis retourné vers Abby. Tu l'as amenée pour du soutien émotionnel ou parce que tu es incapable de prendre une décision sans d'abord la consulter? La bouche d'Abby s'est ouverte, refermée, puis rouverte. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Si, c'est fini. Tu ne l'as simplement pas encore compris. Signe les papiers ou non. Dans tous les cas, ce mariage est terminé. Je suis retourné à mon bureau sans me retourner. J'avais une migration de serveur à terminer. Kay m'a appelé ce soir-là. J'ai entendu dire que tu l'avais fait signifier au travail, a-t-il dit. L'ami assistant juridique de Warren connaît quelqu'un dans son agence. Apparemment, elle est partie dans un sale état. Comment tu te sens? Comme si j'aurais dû faire ça il y a 2 ans. Mieux vaut tard que jamais, mec. Abby n'a pas accepté ça calmement, je m'y attendais. Une semaine après la signification, elle avait engagé son propre avocat, un type agressif nommé Fletcher, spécialisé dans les divorces conflictuels. Il a immédiatement déposé une réponse contestant tout. Il affirmait que je l'avais abandonné émotionnellement, que je cachais des biens, que le mariage était réparable et que j'étais déraisonnable. Warren avait déjà vu le nom de Fletcher passer dans son cabinet. Pas bon signe. Ce type aimait faire traîner les choses. Réginald n'était pas inquiet. C'est classique, a-t-il dit. Elle panique, elle essaie de reprendre le contrôle, mais nous avons des preuves. Nous avons 7 semaines pendant lesquelles elle t'a explicitement demandé de ne pas la contacter pendant qu'elle vivait chez son ami. Aucun juge ne croira à l'argument de l'abandon. La phase de communication des pièces a duré des mois, du 2e au 4e mois. Ils ont exigé des documents financiers remontant à 5 ans, relevés bancaires, déclarations fiscales, comptes d'investissement, relevés de cartes de crédit, absolument tout. J'ai tout fourni. Warren m'a prévenu à l'avance. À quoi m'attendre? Il m'a dit que la phase de communication des pièces était là où la plupart des gens se sabotaient. Traiter chaque interaction comme si elle était enregistrée pour un juge. Quand l'équipe de Fletcher a passé au crible nos comptes communs à la recherche d'une preuve que j'avais déplacé de l'argent, ils n'ont rien trouvé. Chaque transaction était documentée, chaque dépôt expliqué. Pendant ce temps, des choses intéressantes sont apparues de son côté. Il s'est avéré qu'Abby faisait des retraits en espèces au supermarché depuis des mois, 20 $ par-ci, 40 par-là, tous classés comme achats alimentaires, mais servant en réalité à constituer une cagnotte secrète. Au moment de son départ, elle avait accumulé près de 3 000 $ en liquide qui n'apparaissaient sur aucun compte. Réginald a souri en découvrant ça. Ça nous aide, a-t-il dit. Elle préparait son départ depuis un moment, cachait de l'argent, constituait un fonds de sortie. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui voulait sauver son mariage. Il y avait aussi la question de ses dépenses pendant la séparation.
Elle utilisait notre carte de crédit commune pour des journées au spa, des dîners coûteux, des séances de shopping, presque 4000 $ en 7 semaines. Je me suis senti idiot de ne pas avoir fait bloquer la carte plus tôt. Réginald m'avait dit d'attendre qu'il me conseille sur la manière de le faire sans que cela ressemble à une contrainte financière. Nous l'avons finalement gelé à la 5e semaine, juste avant le dépôt de la demande. À ce moment-là, le mal était fait, mais au moins, nous avions la trace de chaque dépense. La déposition a été fixée au 3e mois. Avant cela, il y avait la question de l'appartement. Abby avait envoyé un message durant la 8e semaine pour demander quand elle pourrait venir récupérer ses affaires. Je lui ai dit de coordonner avec le cabinet de Réginald. Ça ne lui a pas plu. Désormais, tout passait par les avocats. Elle est finalement venue un samedi après-midi avec sa mère pendant que j'étais au basket. Kai était là, au cas où. Elle a pris ses vêtements, ses livres, la lampe affreuse et quelques cartons de bric-à-brac. Elle a laissé le canapé. Sans doute ne voulait-elle pas le rappel de ses 7 saisons d'émissions de pâtisserie. Quand Abby s'est présentée à la déposition avec son avocat et Monica, apparemment là pour un soutien émotionnel, je n'ai pas été surpris. Réginald a fait opposition à sa présence. Les personnes non parties n'étaient pas autorisées aux dépositions. Elle a dû partir. C'était un bon moment. La déposition en elle-même a été longue et fastidieuse. L'avocat d'Abby m'a posé des centaines de questions, essayant de me faire passer à la fois pour contrôlant et négligent. À quelle fréquence consultais-je son calendrier? Pourquoi le partage de localisation était activé? Avais-je déjà critiqué ses amis? J'ai répondu à tout calmement. Oui, j'ai consulté son calendrier pour organiser un dîner surprise. Oui, nous avions le partage de localisation parce qu'elle l'avait demandé. Non, je n'ai jamais critiqué ses amis en face d'elle, même si j'avais des opinions que je gardais pour moi, comme une personne normale. Quand ce fut au tour de Réginald d'interroger Abby, les choses sont devenues intéressantes. Il a posé des questions sur Monica, la fréquence de leurs échanges, leurs discussions, et pour savoir si Monica l'avait déjà encouragée à me quitter. Elle a hésité, a regardé son avocat. Monica m'a soutenu pendant une période difficile. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce que Monica vous a déjà encouragé à quitter votre mari? Nouvelle hésitation. Elle pensait que je méritais mieux. Et quand a-t-elle commencé à penser cela? Je ne sais pas. Il y a quelques mois. Avant ou après que vous ayez commencé à faire des retraits en espèces au supermarché. Fletcher a fait opposition. Réginald a retiré la question, mais le message était passé. Le lien était posé. Au 4e mois, la réalité s'était imposée. Il n'y avait pas d'avoir caché. Il n'y avait pas de violence. Il n'y avait pas d'abandon. Il y avait simplement une femme qui avait écouté une amie toxique, quitté son mariage et s'était attendue à ce que son mari la poursuive comme un imbécile désespéré. Et quand il ne l'a pas fait, elle a perdu pied. Fletcher a demandé une réunion de règlement amiable, voulant négocier les termes. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de conférence neutre en centre-ville. Abby, Fletcher, moi, Réginald, pas de Monica cette fois. Abby avait l'air épuisé. La séparation ne lui réussissait pas. Fletcher a ouvert avec des exigences. Elle voulait l'appartement. Elle voulait 50% des comptes de retraite. Elle voulait une pension alimentaire pendant 2 ans. Réginald a répondu avec la réalité. L'appartement était loué, pas possédé. Les comptes de retraite étaient soumis à une répartition standard basée sur les cotisations pendant le mariage. La pension alimentaire était peu probable puisqu'elle avait un emploi à temps plein correctement rémunéré. La négociation a duré 3 heures. Finalement, nous sommes parvenus à un accord. Elle a obtenu 40% de l'épargne commune. J'ai obtenu conserver l'intégralité de ma retraite puisque j'y avais contribué à 90%. Aucune pension alimentaire, rupture nette. Abby a regardé les termes, puis m'a regardé. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Crois-le. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais tellement facile à gérer avant. J'ai arrêté de tout laisser passer. Cette version de moi ne rendait service ni à toi ni à moi. Elle a signé les papiers. Au 5e mois, tout était finalisé. J'ai célébré ça en posant une journée de congé et en allant surfer avec Warren. Il m'apprenait depuis 2 mois. J'étais nul, je tombais plus souvent que je ne tenais debout, mais le côté nul devenait de moins en moins nul. Nous étions assis sur nos planches dans le line-up, attendant les séries, et il m'a demandé comment je me sentais. Plus léger, ai-je répondu. Une vague est arrivée. Warren l'a prise et l'a surfée presque jusqu'au rivage, en ajoutant un petit cutback à la fin pour frimer. Il était agaçant de talent dans absolument tous les sports, comme si quelqu'un lui avait donné des codes de triche. Quand il est revenu en pagayant, il avait des nouvelles. Apparemment, par les couloirs des assistants juridiques,
Monica et Zach avaient rompu. Le type de la finance en avait eu assez d'être utilisé comme messager dans le drame du mariage de quelqu'un d'autre. Ils s'étaient disputés à propos des limites et du fait qu'elle se mêlait toujours des affaires des autres au lieu de se concentrer sur leur relation. Il est parti. Je ne pouvais pas dire que ça me rendait triste. Et ce n'était pas tout. Warren m'a dit que Monica blâmait Abby pour la rupture, disant que si Abby avait simplement géré son propre mariage, rien de tout ça ne serait arrivé. Elles se sont violemment brouillées. À quel point? Abby a dû trouver un autre endroit où vivre et a fini par retourner chez sa mère. J'ai laissé ça infuser un instant. La femme qui avait passé des mois à empoisonner mon mariage s'était retournée contre mon ex-femme quand tout s'était effondré de son côté. Karma, ai-je dit. Ce qui va revient. Un mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Bonjour, c'est Beth, la mère d'Abby. J'ai attendu sans rien dire. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour la façon dont tout s'est passé, pour le comportement de ma fille, pour cette Monica qui lui a mis des idées en tête pendant des mois, pour tout. Je ne m'y attendais pas. J'apprécie que vous disiez ça, Beth. Abby vit de nouveau chez moi maintenant. L'entreprise où elle travaillait a fait des licenciements le mois dernier et son équipe a été touchée. Elle commence à voir beaucoup de choses qu'elle aurait dû voir plus tôt. Je suis désolé d'entendre ça. Est-ce que tu le es vraiment? Question juste. Une partie de moi se disait que nous avions été mariés pendant 3 ans. Je ne voulais pas qu'il lui arrive de mauvaises choses, mais elle avait fait des choix, et les choix ont des conséquences. Long silence au bout du fil. Nous nous sommes dit au revoir de façon maladroite. 2 mois après le divorce, j'ai eu la promotion au travail. Architecte réseau senior. Augmentation de 40%. Bureau d'angle. Une équipe de 6 personnes sous ma responsabilité. Kai a organisé une fête chez lui pour célébrer. Warren est venu, des gars du basket aussi, quelques collègues, l'équipe d'électriciens de Kai. On a grillé des steaks dans le jardin. Quelqu'un a apporté une enceinte et a mis de la musique dont personne ne s'est plaint. Les gens riaient, racontaient des histoires. Plus tard dans la soirée, Warren m'a pris à part. Tu te souviens de l'assistante juridique dont je t'ai parlé? Elle m'a dit qu'Abby avait essayé de demander une modification du jugement de divorce la semaine dernière. Elle voulait rouvrir le partage des biens, prétendant avoir signé sous la contrainte. J'ai haussé un sourcil. Tu plaisantes. Refusé net. Se présenter avec son propre avocat et négocier pendant 3 heures, ce n'est pas de la contrainte. La requête n'a abouti à rien. 3 mois après le divorce, j'étais dans un café du quartier artistique un dimanche matin, en train de retoucher des photos sur mon ordinateur. Quelqu'un s'est assis à la table voisine. J'ai levé les yeux. Abby. Elle avait l'air plus mince, fatiguée, les cheveux plus courts qu'avant. Elle m'a vu et s'est figée une seconde, puis elle s'est approchée. Salut, est-ce que je peux m'asseoir? J'ai désigné la chaise libre. Elle s'est assise, m'a regardé, puis a regardé ses mains. Silence gênant un instant. Je voulais m'excuser, a-t-elle dit enfin, pour être partie comme je l'ai fait, pour les choses que j'ai dites, pour avoir laissé Monica m'influencer, pour la requête du mois dernier, pour tout. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Je me croyais tellement intelligente. Je pensais que tu allais me courir après et que j'aurais tout ce pouvoir, tout ce levier, et quand tu ne l'as pas fait. Elle a laissé sa phrase en suspens et a secoué la tête. Ça m'a détruite. Elle a baissé les yeux vers son café. Je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je ne te demande pas ça. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai perdu, ce que j'ai jeté. J'ai laissé passer un moment, senti le poids de ces mots. J'apprécie que tu me dises ça, vraiment. Est-ce que tu es heureux? Oui, ai-je répondu. Vraiment. Elle a hoché la tête, les yeux un peu humides. Tant mieux. Tu le mérites. Je le pense. Elle s'est levée pour partir, s'est arrêtée un instant près de la table. Pour ce que ça vaut, je pense parfois à ce qui aurait pu être. Si je t'avais simplement parlé au lieu d'écouter Monica, on aurait peut-être réussi. Peut-être. On ne le saura jamais maintenant. Non, on ne le saura pas. Elle est partie sans se retourner. Je suis revenu à mes photos. Un cliché du week-end précédent au bord de l'eau, la lumière dorée frappant la surface juste comme il faut. Warren m'a envoyé un message pour un match improvisé dans l'après-midi. Plus tard dans la soirée, assis sur mon balcon à regarder le soleil se coucher, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Elle voulait de l'espace. Je le lui ai donné, et je me le suis donné à moi aussi. Elle s'attendait à ce que je la poursuive. Je ne l'ai pas fait. Certaines personnes apprennent trop tard que quand on dit à quelqu'un de reculer, il peut vraiment le faire.